En 1999, une guerre fait rage dans le luxe français. L'empereur Bernard Arnault est dans une grande bataille contre un nouvel adversaire redouté pour l'acquisition d'une célèbre marque. Coup de tonnerre dans le monde du luxe, une bataille financière sans précédent éclate entre deux géants français. Derrière cette adversité, il y a un entrepreneur légendaire aux origines improbables, le Breton François Pinault. L'enfance de François est très modeste. Ses deux parents sont originaires de la campagne bretonne et sont descendants de paysans. Ils vivent au rythme des traditions et de la foi catholique. François Pinault est né en 1936. Il grandit dans un petit village breton de 700 habitants. Son père, François Jean-Marie, tient les rênes du foyer. La famille Pinault n'est pas riche, loin de là. Mais c'était quand même des gens privilégiés dans ce coin reculé de Bretagne. En fait, son père avait déjà la fibre entrepreneuriale. Il vivait de plusieurs activités, dont la scierie, la ferme et le commerce de cidre. À la fin des années 30, la famille Pinault dispose de l'eau, de l'électricité, du téléphone et même d'une voiture. François passe ses journées entre l'école communale et les tâches qu'il partage parfois avec son père. Une enfance simple, rythmée par la nature et les saisons. Mais l'enfance paisible de François est bouleversée lors de son départ au collège. En 1947, la France sort tout juste de la guerre. Les collèges ne sont pas des lieux neutres et reflètent la hiérarchie sociale de l'époque. Au collège Saint-Martin, les enfants de la bourgeoisie sont nombreux. François parlait avec un fort accent paysan et était moins bien habillé que les enfants de la classe bourgeoise. Donc très vite, ils vont se moquer de lui. Quand sa mère vient lui rendre visite, vêtue simplement comme une paysanne, les moqueries redoublent. Pour François, c'est une humiliation profonde, une injustice cruelle. Il est furieux contre le monde. J'étais rentré en 6e dans un collège religieux à Rennes, en Bretagne, alors que j'étais à l'école primaire dans un petit village et j'ai rencontré un monde différent du mien, que je n'ai pas beaucoup aimé, pas beaucoup apprécié, puis peut-être étais-je révolté contre ce milieu ou mal intégré dans ce milieu. Les années collège de François ont laissé des traces, mais cette période difficile fut sans doute le déclencheur de sa plus grande force. Elle a forgé en lui une volonté de réussir, une puissante détermination. Heureusement, à ses 16 ans, son père le rappelle pour travailler à ses côtés. François n'hésite pas. Il quitte alors Saint-Martin, sans diplôme, mais avec une rage de vaincre. Je suis retourné travailler avec mon père. Qui faisait quoi ? Qui avait une petite ferme en Bretagne, à côté de Saint-Malo, d'une dizaine d'hectares, et qui l'hiver avait une toute petite scierie avec un ouvrier, et qui sciait des planches, voilà. Travailleur acharné dès son plus jeune âge, il travaillait tous les jours de la semaine, et le dimanche, il s'occupait des animaux de la ferme. Il abattait du bois dans la campagne, il en débardait aussi. Je l'ai vu avec un ancien tracteur agricole, faisait un petit bosquet à côté de chez moi, débarder 2 ou 3 arbres. Cependant, les relations avec son père étaient rudes. François a été élevé dans la dureté, où les silences sont longs, la retenue est de rigueur, et les émotions sont gardées en soi. Et un soir, je m'engueule avec mon père, qui était un paysan rude, extraordinaire, mais assez rugueux, parce que lui-même avait eu une vie difficile et une enfance qui probablement n'avait pas été commode. Mais François commence à grandir. L'ambition qu'il a héritée de son père et de son passage au collège font surface. Il veut moderniser, agrandir, développer. Ils sont en désaccord total. Son père a toujours le dernier mot et il condamne l'ambition débordante de son fils. François ressent de l'injustice devant l'incapacité d'exploiter son potentiel. Les disputes se multiplient jusqu'au jour où la cohabitation tourne au vinaigre. 2 hommes ne peuvent rester éternellement dans le même foyer. François le sait, s'il veut devenir un homme, il doit partir. Sur un coup de tête, à 20 ans, il s'inscrit à l'armée. En 1956, la France est en pleine tourmente. La guerre d'Algérie fait rage et les jeunes hommes sont envoyés par milliers de l'autre côté de la Méditerranée. L'ambiance dans les casernes est tendue, marquée par la peur du départ au front. François est totalement dépaysé de son petit village breton. Il rencontre des pieds-noirs,
découvre des paysages, des coutumes, un climat, un style d'habitat. Mais il y découvre aussi l'ennui, la solitude. Il obéit, pensant servir une cause juste. Mais face à la violence, il entrevoit une autre réalité, celle de la nature humaine. Plus tard, il décrira cette période comme horrible, où il a dû prendre des décisions radicales. Ce sont des leçons de vie assez redoutables qu'on éviterait, mais qui font que lorsque vous revenez de ce type de conflit, vous revenez différent, évidemment. 2 ans plus tard, il revient dans sa campagne bretonne. Mais il ne se doute pas que quelque chose de pire l'attend à son retour. Quelques mois après son retour, son père décède brutalement piqué par un frelon à la nuque. François n'a que 23 ans. C'est un nouveau coup dur. Mais il puise dans les leçons transmises par son père. Tenir bon, encaisser, avancer. Et il rebondit. Après avoir connu un périple africain, François comprend que le monde est beaucoup plus grand que son petit village. Il décide alors de se rendre à Rennes et devient chef d'exploitation pour la Grande Scierie, Gauthier Frères. Pendant quelques années, il gravit les échelons, développe ses compétences et son carnet d'adresses dans le secteur du bois. Mais ça ne lui suffit pas. Il trouve que la vie qui lui est promise est trop petite, que le cadre est trop fermé. Il fait alors un pari fou. En 1962, François est âgé de 26 ans. Il démissionne de son poste et lance sa première entreprise. En cette période, la Bretagne connaît une croissance spectaculaire de l'aviculture et de l'élevage porcin. À l'époque, les structures de ces bâtiments sont pour la plupart en bois. Ce boom agricole va ouvrir une opportunité inattendue que le jeune François compte saisir. Fort d'une belle expertise dans le domaine du bois, François sait ce qu'il a à faire. Il emprunte 600 000 francs auprès de son beau-père et de ses oncles. Puis, il contracte un emprunt auprès d'un établissement bancaire pour la construction de son entrepôt et de ses bureaux. J'ai créé mon entreprise l'année suivante avec un prêt familial. J'ai créé une entreprise dans le bois parce que c'est tout ce que je savais faire. Je n'avais pas d'études, je connaissais les métiers techniques du bois, je savais reconnaître le chêne, le hêtre, le châtaignier. Donc j'achetais des planches le matin, je les vendais l'après-midi. Et j'ai démarré en 1963 avec 5 personnes, 5 ouvriers qui m'aidaient à remuer les planches. À l'époque, personne dans le secteur ne prend ce petit jeune au sérieux. Mais lui, il sait qu'il va réussir. Le secteur du bois reposait sur une chaîne bien structurée. Les importateurs achetaient du bois à l'étranger, souvent dans les ports, et le revendaient à des négociants. Les négociants, eux, le distribuaient aux industriels et artisans de la région. Ce cloisonnement créait un système rigide que certains ambitieux, comme François Pinault, allaient bientôt secouer. Grâce à ses talents de négociateur et son travail acharné, la société de François fonctionne dès les premières années. En plus de cela, François s'entoure de plusieurs salariés de confiance auxquels il va déléguer certaines tâches. Mais François a besoin d'une idée qui va lui permettre de grossir et d'affronter ses concurrents qui le méprisent. Et il va vite la trouver. Il va casser la chaîne de distribution en court-circuitant les importateurs. En 1965, il décide de faire des voyages directement en Suède et Finlande pour rencontrer les exploitants forestiers et négocier directement avec eux. Il a complètement renversé la chaîne traditionnelle. Il récupère toute la marge en court-circuitant les intermédiaires. C'est simple, efficace et ça change toute l'économie du secteur. Mais cette façon de faire va lui attirer les foudres des importateurs et du secteur. Les importateurs sont furieux. Ils ont sous-estimé François et maintenant ils l'accusent de tricher. La Fédération du commerce du bois monte au créneau. À l'époque, certains vont essayer de le boycotter. Par exemple, les docks des ports ferment pour l'empêcher de décharger sa cargaison. Je ne me suis pas fait que des amis, forcément, parce que j'ai utilisé des méthodes probablement plus efficaces qui remettaient en cause des systèmes ancestraux de distribution. Il se débrouille tout seul. Il ramène des hommes pour décharger. Ses clients l'aident et l'accompagnent en lui fournissant de la main-d'œuvre.
Mais dans sa lancée, rien n'arrête Pinault. Il sait qu'il ne faut pas lâcher malgré les difficultés. Peu importe ce que pensent les autres. François continue de développer sa clientèle, il la fidélise et augmente drastiquement ses volumes. Le bras de fer durera des années avec les importateurs, mais il n'a pas empêché Pinault de devenir un leader du secteur. Cependant, la mondialisation qui lui avait tant profité va maintenant lui jouer des tours. Au début des années 1970, le Royaume-Uni a une culture de marché bien plus développée que la France. Les rachats, les fusions, les offres publiques d'achat sont monnaie courante. De nombreuses entreprises britanniques cherchent à s'étendre sur le continent, notamment en France, où les valorisations sont attractives. C'est alors que le groupe anglais Venesta, spécialisé dans la négoce internationale du bois et des matériaux dérivés, s'intéresse de près aux établissements Pinault. Le groupe utilisait une stratégie de croissance externe en rachetant d'autres sociétés et en utilisant des synergies pour développer le chiffre d'affaires et les partenaires. Voyant la croissance solide des établissements Pinault, Venesta fait plusieurs offres pour acquérir la société. Mais François ne veut pas vendre. Alors, sous l'insistance des Britanniques et pression de ses banquiers, François fait une offre impossible à un prix mirobolant. C'est une offre que personne ne peut accepter. Et contre toute attente, les Britanniques acceptent. Malgré un beau pactole reçu, François se retrouve séparé de son entreprise et sans y être à l'initiative. Mais il ne le sait pas encore, mais cette vente sera un sacré coup de génie. François va alors se demander comment il va faire fructifier tout l'argent qu'il a reçu. Il se tourne alors vers son cercle proche, qui lui suggère d'investir dans le sucre. François fait confiance à ses relations et prend le tuyau du sucre. Il y investit massivement et avec du levier. À l'époque, le marché du sucre fonctionnait d'une manière assez proche à celui des options aujourd'hui. Par exemple, pour acheter 10 tonnes de sucre, il suffisait de déposer une garantie équivalente à 10% du montant total. Autrement dit, en déposant 600 000 francs, vous pouviez contrôler un lot d'une valeur de 6 millions de francs. En 1974, une série d'événements ébranle violemment le marché mondial du sucre. Les récoltes de betteraves sont catastrophiques en Europe. Un typhon frappe plusieurs pays producteurs de canne. Est-ce qu'il y a un problème de sucre chez vous? Il y a un problème énorme, oui. C'est qu'on a des enfants qu'on n'a plus un morceau de sucre. Parce que les gens en prennent par 50 et 100 kilos. Et quand on vient acheter 1 kilo de sucre, on en a de moins. La panique gagne le marché. Sans mécanisme de régulation, les prix s'envolent. François, positionné à temps sur le marché, réalise un coup de maître. Une plus-value de plus de 100 millions de francs. Et ce nouveau capital va constituer une arme redoutable pour la suite de son ascension. Fin 1973, la France encaisse de plein fouet le premier choc pétrolier. Le prix du baril quadruple en quelques mois, provoquant un ralentissement brutal de l'économie. En 1974, la croissance s'effondre, le chômage grimpe et l'inflation s'envole. Dans les usines, les grèves se multiplient. Dans les rues, la colère sociale monte. À ce moment-là, les établissements Pinault désormais détenus par des Britanniques sont en déclin. Le chiffre d'affaires de l'entreprise est tombé à 84 millions de francs. L'entreprise perd de l'argent tous les jours. Les Britanniques, à la tête de l'entreprise, commencent à paniquer. Ils se rendent compte qu'ils ont acheté au pire moment et n'ont plus les moyens de refinancer le stock. Mais François ne peut pas voir l'œuvre de sa vie couler comme ça, sans rien faire. Il veut racheter l'entreprise. Mais les Britanniques ont un ego, et ils ne veulent pas vendre l'entreprise à la personne à laquelle ils l'avaient achetée. S'ensuit alors 2 semaines de négociations féroces.
François sait qu'il doit tout faire pour racheter l'entreprise. Les négociations sont menées dans l'urgence. Pression, blocage, certaines lignes jaunes sont franchies. Il rachète son entreprise 60% moins cher. C'est un coup de génie. Et ce rachat va donner des nouvelles idées à François. En 1977, la France sort des 30 Glorieuses et l'économie ralentit. Il y a de plus en plus de faillites et les tribunaux de commerce deviennent le terrain de chasse d'un nouveau capitalisme, le rachat à bas prix. François s'entoure d'une équipe spécialisée dans les rachats d'entreprises. J'ai bénéficié du fait qu'il n'y avait personne pour reprendre ces entreprises parce que c'était des industries du bois, que personne ne voulait pratiquer ces métiers qui étaient considérés comme des métiers de gagne petit. Ce n'est pas du rachat classique d'entreprise. C'est de la restructuration optimisée. Pendant les prochaines décennies, François va multiplier les rachats et les restructurations. Bien qu'il ait fait face à certains échecs, c'est un business très lucratif pour lui. Il réalisera un nombre colossal d'opérations. Et quelques années plus tard, une opportunité incroyable se présente à lui. En 1986, dans le Calvados, l'entreprise Isoroi, spécialisée dans les panneaux de bois, est au bord de la faillite. Pour l'État, c'est un dossier social. Mais pour François Pinault, c'est une cible idéale. Là où d'autres voient une entreprise condamnée, lui voit une entreprise à redresser, à restructurer. François réalise une restructuration spectaculaire en investissant dans des meilleures machines, en changeant les process et en supprimant des emplois. En quelques années, Isoroi devient le numéro 1 français des panneaux et l'entreprise redevient bénéficiaire. Mais cette réussite ne diminue pas son appétit. Il sait qu'il peut monter plus haut dans l'échiquier et pour cela, il doit aller plus vite et plus loin. À la fin des années 1980, la France connaît une vague de modernisation économique et financière. Les introductions en bourse deviennent une tendance montante. Le marché parisien s'ouvre aux flux internationaux de capitaux, les mentalités évoluent. À cette époque, l'introduction en bourse devient un levier stratégique pour les entreprises ambitieuses. François sait parfaitement que c'est une étape nécessaire dans la construction de son empire. En plus de la croissance générée par les flux de trésorerie de l'entreprise, François Pinault veut accélérer en utilisant du financement externe. Pour lui, développer le nombre de points de vente et s'étendre en Europe du Sud est un enjeu capital au développement de sa société. Le 25 octobre 1988, Pinault SA fait son entrée à la Bourse de Paris. François Pinault n'a plus qu'un seul objectif, construire un empire. Au début des années 90, François Pinault est au sommet de son art. Sa réputation n'est plus à refaire, c'est un grand entrepreneur avec des reins en acier trempé. Derrière sa réussite, François le sait, pour grandir, il doit changer radicalement d'échelle. Brutalement, il tourne le dos à l'industrie du bois, vend tout et se réinvente dans le commerce, la distribution et la finance. Mais pour réussir sa stratégie, François a besoin d'alliés et notamment d'une banque qui le suive. Il rencontre Jean-Yves Abereur, alors patron du Crédit Lyonnais, et noue un partenariat avec lui. C'était une relation gagnante-gagnante. Pour Pinault, elle fut un levier décisif dans le développement de son groupe. Pour le directeur du LCL, elle permettait de développer l'activité de la banque et de prendre des participations directes dans les entreprises. En quelques années, Pinault s'empare de Conforama, puis du Printemps, de La Redoute, de la Fnac, des institutions puissantes ancrées dans le quotidien des Français. Pour autant, ce n'est pas un jeu. Chaque acquisition est un bras de fer, chaque négociation une tension. François travaille sans relâche, mais il enchaîne les succès, bâtissant un empire incroyable. Cependant, après un tel succès, les projecteurs vont se braquer sur ce Breton qui a réussi alors qu'il n'avait pas d'éducation bourgeoise, pas de diplôme, pas d'héritage, pas de mentor. Lorsqu'une société est cotée en bourse, elle a l'obligation de rendre publics ses états financiers. Les états financiers de la société Pinault
vont être épluchés ligne à ligne par les investisseurs et les journalistes. Mais très vite, ils vont trouver une anomalie. FPI, Forest Product International, une holding obscure immatriculée aux Pays-Bas. Le doute s'installe, des suspicions émergent dans la presse. En fait, la réussite de Pinault attire les critiques. François est furieux. Il vit ces attaques comme une mise en cause personnelle. Après tout ce qu'il a fait pour la France, c'est comme ça qu'il est récompensé ? Pour résoudre l'affaire et redorer son blason, il sait qu'il doit agir. Dans l'ombre, il passe un accord avec Bercy. Il paye une amende de 450 millions d'euros pour régulariser son dossier. Mais il en faut beaucoup plus pour arrêter cet irréductible breton. À la fin des années 1990, François voit le monde basculer. L'euro arrive, la mondialisation s'accélère. Pour survivre, son groupe doit une nouvelle fois se transformer. François Pinault est face à un dilemme. La grande distribution est puissante, mais trop dépendante de la conjoncture, trop cyclique, trop sensible aux crises. Le luxe, en revanche, c'est autre chose. Des marges exceptionnelles, une clientèle mondiale, une résilience à toute épreuve, et surtout, le savoir-faire français. Alors, François prend une décision qui va redéfinir son empire. En 1999, il entre au capital de Gucci, l'un des fleurons du luxe. C'est un coup de poker, une stratégie de positionnement mondial. Dans la foulée, il s'offre Yves Saint Laurent, puis Balenciaga en 2001. Cette montée en puissance va déclencher une guerre. En face, un autre géant, Bernard Arnault. Le patron de LVMH n'a pas l'intention de laisser Pinault s'inviter sur son terrain sans riposter. La bataille pour Gucci s'engage. Une guerre de nerfs, de capital et d'influence qui durera jusqu'en 2003. Ce fut une guerre éprouvante financièrement comme personnellement. Elle se soldera par l'acquisition finale de Gucci en 2003. Le jeune Breton, jadis moqué dans la cour du collège, est désormais un titan qui siège parmi les géants français. En 2005, son fils, François-Henri, a 43 ans. Il a grandi, appris, observé. Après tant de guerres livrées, tant de batailles remportées, François prend une ultime décision, transmettre les clés de l'Empire à son héritier. Après avoir vu tout ça, on peut conclure que François Pinault avait vraiment les forces d'un bon entrepreneur. Une volonté de réussir, une résilience à toute épreuve, une capacité à prendre des risques et un travail acharné.